Bienvenue sur ITV, bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui Madame Koyo Kuyo. On ne la présente plus dans le monde de l'art en Afrique et dans le monde. Elle fait partie des 100 personnalités les plus influentes du monde dans le monde de l'art. C'est avec Ariview qu'il a consacré. Koyo, qu'est-ce que ça fait de faire partie de ces personnes les plus influentes du monde dans le monde de l'art, les 100? Oh, donc tout d'abord, merci de m'avoir dans cette émission, Alassane Samba Diop. J'avoue que personnellement, je fais vraiment pas très attention à ce genre de listing ou de classification comme ça, parce que je pense que personnellement, c'est pas ce qui m'anime dans mon travail, c'est pas ce qui me fait bouger. Cependant, c'est quand même, ça flatte beaucoup. C'est important pour une afropolitaine comme vous. Oui, ça flatte énormément parce que ça veut dire quand même que le travail que tu fais est suivi, est regardé, est écouté par des personnes de ton domaine, par tes pairs, et qui te félicitent. C'est une façon de te féliciter de ce que tu fais. Donc ça fait certainement plaisir, mais ce n'est pas quelque chose sur lequel je m'attarde longtemps. Mais aujourd'hui, vous dirigez l'un des musées les plus importants contemporains en Afrique, qui est en Afrique du Sud, qui s'appelle Zaïd Moka. C'est important ça. Oui, absolument. Je pense que, mais c'est pas le premier musée d'art en Afrique. C'est l'un des premiers. Ouais, contemporain. Oui, qui se déclare décidément comme ça, contemporain, panafricain et afro-diasporique. Et je pense que c'est ça un peu la grande différence. Mm-hmm. Et aussi que c'est vraiment une initiative. Moi, je pense que c'est l'initiative la plus importante dans notre domaine qui s'est manifestée ces 3-4 dernières années. Il faut dire que le musée est très jeune encore. Le musée a ouvert les portes en septembre 2017 et depuis lors, le musée a quand même eu un démarrage un peu compliqué. Mais maintenant que j'ai repris la tête du musée depuis bientôt 2 ans, on est en train de vraiment donner un vrai corps et un vrai contenu et une vraie orientation et de vraies positions, non pas seulement artistiques et esthétiques, mais aussi institutionnelles, politiques. Et c'est important. C'est certes que le musée est important dans ce sens que ça nous donne un vrai outil d'une envergure internationale et d'un standing décidément inclusif, en tout cas de par ma pratique, de travailler et d'écrire de nouveaux chapitres de notre histoire de l'art. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Justement, l'art africain et contemporain est beaucoup prisé aujourd'hui à travers le monde. Est-ce que ce musée, qu'est-ce qu'il apporte de différent par rapport à l'imaginaire des Africains? Ce qui apporte de différent, c'est que c'est un musée qui se veut résolument panafricain et afro-diasporique, dans le sens que les imaginaires et les productions artistiques et intellectuelles africaines qui, de mon point de vue, pendant très très longtemps, malgré la présence et l'activité d'une ville comme Dakar, avec la Biennale, malgré l'énergie d'un pays et d'une ville d'un pays comme le Nigeria et d'une ville comme Lagos ou même Johannesburg pour revenir en Afrique du Sud. Ce musée est important parce que il nous donne la possibilité vraiment de contribuer à une meilleure compréhension de l'imaginaire artistique.
et de comment cet imaginaire artistique contribue à la construction de nos sociétés et comment les différents langages et les différents discours que les artistes déploient dans leur pratique sont vraiment essentiels à notre appropriation et réappropriation de nos voix, mais aussi essentiels à nos projections de nos rêves. Et quand je dis rêve, ce n'est pas vraiment dans le domaine du ludique ou du loisir, mais vraiment rêve de construction de nous-mêmes et besoin et nécessité d'écriture de soi. Donc le langage artistique est essentiel. Ça vient un moment aujourd'hui où la question noire est devenue fondamentale. On a vu ce qui s'est passé aux États-Unis avec Floyd, les mouvements Black Matters Live, où ça crée beaucoup d'aujourd'hui de remous à travers le monde, où de plus en plus dans un monde de plus en plus manichéen, où il y a le populisme qui monte. Est-ce que ces musées aujourd'hui peuvent aider la diaspora de se retrouver leur histoire? Je pense que quand tu dis que la question noire est devenue fondamentale aujourd'hui, de plus en plus, mais la question noire a toujours été fondamentale. C'est une constance de notre existence et ça va continuer à l'être tant qu'on n'aura pas regagné cette dignité que nous avons perdue. Quoi qu'il en soit, avec les indépendances, avec les mouvements postmodernistes et aujourd'hui postcoloniaux, il y a énormément qui a été fait. Il y a plusieurs générations de jeunes noirs, qui soient africains, afro-diasporiques ou autres, qui ne font absolument plus allégeance à ces lourdeurs qu'on traîne encore quand même de la colonie. Néanmoins, il est absolument, en tout cas pour moi, je pense que c'est l'état de l'Afrique détermine fondamentalement comment les Noirs sont vus dans le monde. Qu'ils soient américains, brésiliens, cubains, afro-européens ou quoi qu'il en soit. L'état de l'Afrique est la déterminante réelle parce que c'est toujours à travers cette grille et cette réalité de l'état de l'Afrique qu'on regardera tout noir ou toute personne noire dans le monde. Et sur ce plan-là, le domaine de l'esprit et dans lequel je place très clairement la pratique artistique et la pratique intellectuelle sont des domaines, des espaces ultra féconds pour ce regain et cette réappropriation de notre dignité. Parce que, voilà, parce que... La Covid-19, la pandémie a montré aujourd'hui la vulnérabilité du continent sur le plan économique. Et l'art, en ces moments bien précis, est souvent négligé en Afrique, où les gouvernants ne prennent pas beaucoup attention à cela. Comment vous, qui travaillez dans les musées, avez-vous vécu cette situation? Oh là, le Covid-19 a été, de mon point de vue, un excellent révélateur. Révélateur de choses que nous savions déjà. Révélateur de réalités que nous vivions. Et révélateur vraiment de l'interdépendance de la vie humaine. Et je pense que ça a été très dur, ça continue à être très dur pour tout le monde. Et pour une fois, j'ose le dire comme ça, l'humanité tout entière, le monde entier tout entier, quelle que soit ta classe sociale, quel que soit ton domaine d'activité, a été affecté à son corps et à son plus profond, et que tout le monde est en train de gérer, comme nous on sait dire ici, de chercher à survivre à ce séisme, parce que c'est un vrai séisme économique, social, sanitaire qui est en train de se passer. Et donc, dans cet esprit c'est même pas un esprit, dans cette réalité de révélation vraiment de toutes ces inégalités que nous subissons tout le temps
et contre lesquels tout le monde se bat de différentes manières à différents moments, est quand même pour moi une sorte, ça devrait être un vrai réveil, surtout pour nos dirigeants. Moi, pendant tout le temps, pendant toute cette période de cette pandémie, je dis tout le temps que c'est une immense opportunité pour nous de nous refonder, parce que c'est une fois encore, maintenant ou jamais. Mais nos politiques sont très myopes, ils ont des fonctionnements que moi je ne comprends plus et que je n'essaye même plus de comprendre, parce que les choses les plus évidentes pour la construction des sociétés leur échappent, quoi. Mais souvent les artistes sont les avant-gardistes dans ce genre de situation. Est-ce que vous avez l'impression que cette pandémie a permis aux artistes africains de se réveiller davantage, de montrer encore la voie à suivre? Je pense que le domaine de la réflexion, surtout le domaine de la pratique artistique, ce n'est pas un domaine de fast et de rapidité, parce qu'on a besoin de temps d'ingérer, de digérer et de recurgiter, si on peut dire. Je pense effectivement que les conversations que j'ai avec différents collègues et différents artistes avec qui je travaille, la pandémie est un moment très de gestation de beaucoup de choses. Et je suis sûre que d'ici l'année prochaine, on verra énormément d'œuvres qui vont ressortir et qui vont traduire beaucoup de choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui et présenter sous des angles de lecture nécessaires à la compréhension de la construction de nos sociétés. Oui. La pandémie a montré la vulnérabilité de beaucoup de pays africains sur le plan économique, sur le plan de la dépendance, même si c'est un monde interdépendant. Est-ce que vous pensez que de façon endogène, que l'Afrique peut tirer des leçons de cette pandémie? Parce que tout le monde a fermé ses frontières. Les artistes ne circulaient plus, certains étaient obligés de faire des expositions virtuelles. Oui, mais j'espère vraiment que nos dirigeants vont comprendre ce temps que nous vivons, parce que ce n'est pas fini, c'est un temps extensif, ça va prendre encore quelques temps avant qu'on ne puisse vraiment saisir les contours du début et d'une fin de cette pandémie. La mobilité artistique et intellectuelle a été naturellement extrêmement réduite, comme toutes les autres mobilités, hein. Je pense effectivement que oui, ça aurait pu inspirer des refondations ou des communautés ou des formes de faire qui pourraient vraiment nous sortir, ou en tout cas tentative de sortie de cette emprise que nous avons encore des pouvoirs étrangers. C'est ce commerce, ces va-et-vient, ces voyages qui font que les artistes aussi gagnent leur vie. Dans les musées, si les artistes ne peuvent plus sortir, ne peuvent plus faire quoi que ce soit, ça impacte réellement leur vécu. Ce n'est pas seulement les artistes, parce qu'il y a d'une part les artistes qui produisent, mais d'autre part le tissu qui soutient tout ça, c'est aussi les organisations, les institutions. Donc très précisément, par exemple, au Zeitz-MoKa, le musée était fermé pendant quand même 7 mois. Et pendant 7 mois, c'était extrêmement difficile de maintenir une programmation. Naturellement, une partie on a migré une partie vers le virtuel, mais personnellement, je ne suis pas convaincue du virtuel comme espace idéal pour converser avec de l'art. Donc le virtuel est un palliatif qui ne règle pas, qui n'a, en tout cas pour moi, n'a pas réglé le problème de la fermeture des lieux de présentation et des lieux de débat pour l'art. Au-delà de ça,
les organisations et les institutions ont quand même aussi une économie pour la part du musée, par exemple, qui dépend quand même des entrées. Donc, quand tu es fermé pendant 7 mois, ton économie est fortement impactée par rapport à la perte de ces revenus-là. Donc, c'est très, très, très compliqué. Même si on est une organisation à but non lucratif, il y a quand même une économie qui circule et qui doit soutenir l'activité du musée. Je pense que c'est... vous savez, c'est la difficulté crée l'inspiration, si on dit. C'est un dicton allemand que j'essaie de traduire en français, mais qui est assez difficile. Je veux dire que c'est dans les moments difficiles et sans le besoin qu'on devient très créatif aussi. Et je pense que la pandémie a sert beaucoup à ça aussi, et c'est ce qui est une bonne chose parce que tout le monde est obligé de sortir de sa zone de confort. Tout le monde est obligé de remettre en question comment on fonctionne. Tout le monde est obligé de reconnaître que, effectivement, de l'interdépendance dont je parlais tout à l'heure, que ce qui se passe à Dakar a une influence à Kuala Lumpur, comme ça a une influence à New York, comme ça a une influence à Johannesburg. Que, effectivement, il est absolument important que si on veut vraiment créer ce monde du commun, on est obligé de se parler, on est obligé de se respecter, on est obligé de se voir, on est obligé de s'échanger, d'échanger, on est obligé de se connaître et on est obligé de sortir des classifications complètement inutiles. La pandémie n'est pas encore finie, mais il y a encore une grande inquiétude mondiale par rapport à une nouvelle vague dont on parle un peu partout. En Europe, on voit ce qui se passe aujourd'hui, en Allemagne, en France, en Italie, aux États-Unis. En Afrique, on parle aussi d'une probable nouvelle pandémie. Vous venez d'Afrique du Sud, c'est un pays très, très impacté en Afrique par rapport à cette pandémie. Est-ce que c'est un danger pour les musées ou bien il y a une réflexion qui est mise en place pour essayer de trouver d'autres solutions? Je suis persuadée que la pandémie va passer. Nous, surtout ici en Afrique de l'Ouest, on est quand même rodés, relativement rodés à des vagues d'épidémies, disons. On n'espère pas un nouveau confinement, en tout cas en Afrique du Sud, parce que le confinement en Afrique du Sud a été extrêmement rude. Je pense qu'il y a eu des reportages ici. Il est néanmoins important de souligner que effectivement sur le continent, dans sa globalité, on s'en sort plutôt bien, contrairement à l'hécatombe qu'on nous a annoncé. Oui. Et je pense on ne dit pas ça assez et qu'on ne promeut pas ça assez pour quand même aussi ressortir des succès, si on peut les appeler ainsi. Et donc pour revenir spécifiquement à l'Afrique du Sud, il y a une deuxième vague qui est en train de se dessiner depuis 2 semaines. Les chiffres recommencent à augmenter. Mais l'Afrique du Sud a pris le parti de ne plus faire un confinement général, mais de vraiment isoler les provinces, les régions où les chiffres montent et avoir des mesures extrêmement focalisées par rapport à ces régions. Donc, mais je pense qu'on n'en a pas encore fini avec cette pandémie. Peut-être qu'il y aura une 3e vague, peut-être qu'il y aura une 4e. On n'en a pas encore fini. Dans cette situation, les musées qui gagnent de l'argent en fonction des entrées sont menacés. Ah oui, très, très, très clairement. Je pense que le domaine institutionnel du monde des musées est un espace déjà qui, avec ou sans pandémie, est toujours déficitaire. Donc, quand on ne connaît pas ce domaine, on peut s'imaginer que c'est de grands budgets qui sont brassés et tout ça. Non, c'est pas exactement le cas, en tout cas pas pour nous en Afrique pour l'instant.
Et il en va effectivement de la volonté de la philanthropie privée, il en va de la volonté de la philanthropie d'entreprise, il en va de la volonté de volonté politique de soutenir et d'encadrer et de maintenir en vie les espaces d'art. C'est très menacé. Quand je dis les espaces d'art, moi je parle même des arts visuels qui quelque part ont des espaces où ils peuvent maintenir une activité. Si on regarde les arts de la scène, le spectacle vivant, c'est un espace qui vit du rassemblement. Et quand on ne peut plus se rassembler, quand on ne peut plus communier, c'est carrément vital pour toute cette communauté. Mais tantôt, vous disiez que vous n'êtes pas convaincu par le digital, et pourtant, beaucoup estiment que le digital est un palliatif par rapport à ces difficultés. C'est un palliatif qui peut soulager, mais qui ne peut pas être le moyen en soi. Je pense que on doit absolument maintenir une multiplicité de plateformes de présentation et de plateformes d'échange ou d'engagement avec l'art. Le virtuel ou la digitalisation, en tout cas on est à l'ère digitale et on ne peut plus vivre sans d'une certaine manière. Mais je t'avoue en tant que professionnelle et aussi amatrice, parce que je ne suis pas que professionnelle de ce domaine, mais je suis aussi amatrice. Rencontrer une œuvre d'art en ligne n'est pas la même chose qu'être en face d'une œuvre d'art et voir tous les détails et avoir vraiment une émotion en face de cette œuvre. Je pense que ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Je pense que c'est ça la grande différence. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'en ces moments de pandémie, qu'il faudrait encore beaucoup plus d'attention par rapport à l'art, surtout au pillage qui peut subvenir par rapport aux arts africains? Le pillage, je ne sais pas. On ne peut pas parler de pillage quand on parle d'art contemporain. Quand les gens sont dans des difficultés, ils sont obligés de céder ce qu'ils ont de précieux. Oui. Mais c'est là encore, ça ramène à la structuration et à la professionnalisation du domaine. C'est une raison pour laquelle un événement comme Parcours qui se passe à Dakar en ce moment, que j'ai créé en collaboration avec Mauro Petroni de Céramique Almadi il y a presque 10 ans, est fondamental parce que c'est vraiment la fédération de différents lieux d'art avec des profils différents et qui ont en commun la passion et le travail et être au service pour les arts et les artistes. Donc dire que c'est vraiment une chaîne de plusieurs, non seulement de valeurs, mais c'est aussi une chaîne de plusieurs engagements et de plusieurs investissements. Voilà, c'est le mot que je cherchais. De plusieurs investissements, et je ne parle pas que d'investissement financier, je parle d'investissement intellectuel, d'investissement émotionnel, d'investissement sociétal pour faire vivre tout ça. Donc, c'est pas isolé. C'est pour ça que j'aimerais toujours qu'on voit ça dans une continuité vraiment intégrante de la construction de la société. Koyo Kuyo, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes commissaire d'exposition, que vous êtes aujourd'hui la patronne du musée en Afrique du Sud qui s'appelle, rappelez-moi le nom encore, Koyo. Zaïd Moka. Et que vous faites partie des 100 personnes les plus influentes dans le monde de l'art dans le monde. Félicitations pour cette consécration et merci d'avoir été avec nous sur le plateau de ITV. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci, au revoir. Merci. Top. Thank you.